Bonjour à tous, je suis Nicolas Cholet, je suis le fondateur de Unnest, qui est une société de conseil en data et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Guillaume de Bénazet, qui est le fondateur de Datama. Salut Nicolas. Salut Guillaume, avant de te laisser te présenter, juste je vais me permettre une toute petite intro, sur, la manière dont on s'est rencontrés, parce que je cherchais ça tout à l'heure. J'ai partagé il y a probablement 3 ans un post sur LinkedIn avec un waterfall chart dans lequel j'expliquais que c'était une visualisation sous-estimée dans le monde de la data parce que ça explique plein de trucs. Et tu m'as répondu sur LinkedIn, tu m'as envoyé un message en disant: Salut, je m'appelle Guillaume, j'édite un logiciel SaaS qui permet de faire des super waterfall charts. Est-ce que tu veux qu'on discute? Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et donc, on a une passion commune, bizarre, très geek, qui sont donc les waterfall charts. Et je crois que tu en as même un derrière toi, Guillaume, si je ne me trompe pas. Et donc, Ouais, j'ai une peinture à la moto. voilà, sur cette petite intro, je vais te laisser te présenter et nous dire en quelques mots ce que fait Datama pour que tout le monde puisse avoir du contexte. Carrément. Merci Nicolas. Et bonjour tout le monde du coup. Moi, donc effectivement, j'ai cofondé Datama. C'est une solution d'analyse augmentée qui permet aux data analysts de gagner un temps énorme en fait dans les use cases réguliers, en particulier en marketing digital, d'explication, de variation de performance, le truc que vous avez toutes les semaines on a baissé en taux de conversion par rapport à l'année dernière et qui généralement finit par ouais, ben, on ne sait pas trop et de toute façon, on est déjà fin de semaine, donc on va attendre la semaine prochaine. Ça, c'est un truc que j'ai vécu longtemps chez les annonceurs. J'ai bossé chez Expedia, chez HomeAway. J'ai pas mal bossé aussi en conseil en strat. Et en fait, on finit souvent sans faire ces analyses-là, alors qu'elles sont critiques pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer. Et donc, on propose ça sous forme de solutions, de SaaS, qui fonctionne aussi en extension d'outils de DataVis, qui fait de la détection d'anomalies aussi, qui fait de l'analyse de parcours. Voilà. C'est très, très complémentaire des solutions du marché, à la fois de web analyse, de product analytics, et en même temps, ça apporte une valeur énorme dans la prise de décision et dans l'amélioration du business. Voilà. Sinon, je suis à titre perso, je suis basé à Nantes, j'ai 4 enfants et la vie est belle. Ok, top. Merci Guillaume. Aujourd'hui, on va aborder un peu deux grands sujets. Un sujet qui sera la présentation de Datama, de l'outil, à quoi ça sert, comment ça marche et tout. Et après, on va plutôt parler de l'entreprise en elle-même, comment tu l'as créée, les problématiques que tu rencontres, des questions éventuellement de management, enfin ce dont tu souhaites parler. Mais peut-être avant ça, moi, ça m'intéresse toujours de comprendre un peu ton parcours à toi. C'est-à-dire, tu vois, que tu nous racontes ce que tu as fait et comment un jour, un matin, tu t'es réveillé et tu t'es dit, tiens, je vais créer un tool pour les data analysts qui s'appellera Datama. Yes. Bah moi, pour te refaire un peu mon parcours, je suis ingé de formation. Euh, j'étais pas dans une aussi bonne école que toi, mais j'étais dans une grande école. Je suis sorti de là, je savais pas trop quoi faire. Je suis allé en conseil en strat chez Bain et compagnie. Bain et compagnie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu dans le top 3 du conseil en strat. Vous avez McKinsey, BCG, Bain, c'est un peu les gros acteurs américains du conseil en strat qui recrutent un peu dans le top tier des écoles françaises pour travailler très très tard et pondre des slides et des Excel qui permettent à des big boss, des grosses boîtes de prendre des décisions stratégiques importantes. Euh, on prend assez cher dans ces boîtes-là d'un point de vue lifestyle, mais on apprend beaucoup. En vrai, à la fin de Centrale, je me posais la question d'aller faire un master entrepreneur à HEC ou d'aller chez Bain, chez qui j'avais une offre parce que j'avais fait mon stage sous fin d'études chez eux. Il y en avait un, tu étais payé 50 000 balles en entrée à l'époque, c'était il y a 15 ans.
L'autre, tu payais 20 000 balles pour apprendre à peu près les mêmes trucs. Et tu te fais un super réseau aussi sur un CV. C'est un top clé d'entrée, Bain. Donc, j'ai vraiment appris plein de trucs. Je suis resté 4 ans, un peu plus de 4 ans chez eux. J'ai fait plein de typologies de missions. En vrai, il n'y a pas du tout que de l'analyse. Et encore, on appelle ça des missions quantitatives. Enfin, il y a des missions quali, des missions quanti. Et le quanti, moi, j'adorais ça. Mais en vrai, c'était de l'Excel et parfois du SQL, quoi. Tu vois, c'était très, très. Parce qu'en vrai, on, on peut faire des trucs très, très smart et très, très utiles avec un Excel. Euh, et donc j'aimais beaucoup ça, et du coup, ça m'a un peu orienté vers, en sortie de Bain, j'en avais un peu ma claque, faut dire, Ouais, t'es du sorti quand lifestyle même. surtout. Enfin, ouais, d'accord, t'es sorti parce que tu avais envie de faire autre chose, que tu avais fait ton temps et que c'était enfin, trop exigeant en termes de temps de travail, de pression, Ouais, tout en ça. termes de lifestyle, tu choisis pas tes missions, tu as quand même une pression énorme. Ouais, voilà, c'est compliqué, quoi. Tu sais pas le soir si tu vas pouvoir dîner. Moi, je me mariais à ce moment-là. C'était compliqué de dire est-ce que je serai là à 8h, à 9h, à 23h, j'en sais rien, et puis on verra bien. Et si la semaine prochaine, je suis à Londres ou à Düsseldorf ou à Bruxelles. Donc, voilà, c'est un style de vie qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui m'a. Et puis, tu montes très, très vite en salaire assez haut, qui fait qu'après, tu es un peu complètement déconnecté, mais c'est aussi un peu leur façon de garder les gens. Hein. C'est que tu es un peu hors sol vis-à-vis du salaire assez vite. Et donc, voilà, à un moment, je me suis dit, j'ai pas besoin de ça, et en revanche, j'ai besoin de temps à titre perso, juste pour faire autre chose. Et puis j'avais appris ce que je voulais apprendre. Enfin voilà, j'avais un peu les clés. La suite m'intéressait moins. Donc du coup, j'ai cherché ailleurs, et un peu par hasard. En fait, il se trouve que moi, je suis Marseillais d'origine. Et il y avait j'étais assez tenté à l'époque d'aller à Marseille. Bon, j'ai fini à Nantes aujourd'hui. C'est pas tout à Ouais. fait la même météo, mais j'étais assez tenté d'aller à Marseille. Il y a une boîte qui était marseillaise qui me tentait bien. C'était peut-être vous connaissez les sites Abritel, Omnidays, qui sont des concurrents d'Airbnb. À l'époque, Airbnb, on parle en 2014, il y a 10 ans, Airbnb était en train de monter. Euh, Abritel Omnidays avait été racheté par un gros acteur américain qui s'appelait HomeAway. Et HomeAway cherchait des gens bien câblés pour les aider sur des sujets de ranking. À l'époque, on parlait à peine de data science et de trucs comme ça, il n'y avait pas trop. Euh, et, euh, et donc, le poste sur lequel j'ai été recruté, c'était pour aider sur l'analyse et l'amélioration du moteur de recherche interne du site web HomeAway. Donc, toutes les marques HomeAway, en fait, en plus d'Abritel Omnidays, il y a surtout HomeAway, VRBO, qui sont des très gros sites aux US. Et pas que. Il y en a aussi en Australie, enfin, il y en a un peu partout dans le monde. Et, et donc, j'ai commencé là-dedans avec mon Excel et mes compétences de consultant en strat un peu ingé, Ouais. à apprendre le SQL. J'en avais fait un peu chez Bain, mais vraiment un peu à la mano. J'ai bouffé et rebouffé du SQL. J'ai compris que c'était exactement la même chose que de l'Excel version écrite. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas mal, avec des méthodos de consultants assez pragmatiques, on a fait des uplifts de conversion assez énormes en reprenant le code, enfin, tu vois, de l'ordre de 20%, juste en rankant les, les propriétés de façon différente. Ok. Euh, et puis, petit à petit, on est rentré dans des modèles justement plus de data science, de scoring. Donc, j'ai découvert un peu ce monde de la data science. Je me suis formé pas mal sur R à l'époque. À l'époque, il y avait encore débat Ok. entre R et Python, plus trop aujourd'hui.
Je me suis pas mal formé en R. J'avais une équipe de data analyst, de data scientist. HomeAway s'est fait racheter par Expedia. Expedia, donc c'est un énorme acteur travel. C'est une machine à expérimentation, enfin ce qu'on appelle CRO. Donc c'était hyper, pendant un an post-acquisition, c'était hyper encourageant. Et puis, enfin, hyper instructif aussi. Enfin, appris beaucoup de choses. Et, et puis en fait, ils ont fermé, suite à l'acquisition, ils ont fermé les bureaux français, donc parisiens et marseillais dans lesquels j'étais. Ah ouais, toute la France, quoi. Ouais, alors ils ont gardé deux gars pour faire la représentation locale, mais ils ont fermé la France. Et moi, ils me demandaient, en fait, mon équipe était globale, hein, j'avais des analystes, j'avais tout le temps à Austin, c'est au Texas. Et on me demandait de délocaliser au Texas. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'avais des jumeaux, c'était mes deuxième et troisième. C'était pas hyper compatible Ouais. avec une vie de famille à nouveau et ma vie perso. Et puis, du coup, le fait est que c'était un plan social intéressant pour ceux qui ont déjà vécu ça d'un point de vue visibilité et le droit français ferait que tu n'es pas trop mal logé à ce moment-là pour voir un peu long terme et dire bah, ça fait un moment que je veux créer ma boîte. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Ouais. Ok. Et donc c'est venu comme ça, un peu par opportunité et par voilà, en disant en vrai j'ai envie de tester le monde dans l'entrepreneuriat. C'était un truc qui était vachement attirant pour moi. J'ai toujours rêvé de créer ma boîte. J'ai toujours discuté avec mes frères, mon père, si on faisait une boîte là-dessus. Ok, marrant. Ils Donc, sont entrepreneurs dans ta famille d'entrepreneurs ou vous en parliez comme ça mon père était chef d'entreprise, ouais. Mon frère, pas du tout. Il a fini jésuite, tu vois. Pas vraiment. Bah, si on veut, il est entrepreneur. Euh, mais ouais, donc on était assez fond. On a toujours fait des business plans, des trucs. J'ai toujours bien aimé ça. Et donc, et, et donc je me suis lancé. À l'époque, ce qui m'a vachement inspiré, c'était des boîtes comme je connaissais bien, bah, peut-être tu connais aussi un peu de tes promos, des Toucan Toco, tu vois, Ouais. euh, un outil de DataVis qui s'appelle Toucan Toco, qui est français, qui est, enfin, ouais, je sais plus comment ils appellent ça, des data literacy, enfin, de storytelling, de dashboarding. Ouais. Euh, et, et Charles Miglietti avait une histoire hyper instructive de dire, ben, en vrai, et en discutant un peu avec tout le monde, c'est ce que tout le monde me conseillait, tu te lances freelance, tu vends ton expertise sur le sujet ranking en particulier et optimisation en performance. Et puis, avec ça, tu vois si tu arrives à construire un truc qui fit avec le besoin de tes clients et en ayant déjà un fonds de commerce sur à la fois des clients et de la trésor sur la partie service, quoi. Euh, donc, c'était simple, c'était assez low risk et ça m'allait bien. Ok. Et donc j'ai démarré ça. Et en fait, chez HomeAway, j'avais déjà initié ce qu'allait être la waterfall d'Atama, enfin l'analyse de performance. C'était un problème qu'on avait tout le temps d'explication de variation de performance. Vraiment, en fait, on avait des objectifs, enfin les équipes produits donc, du site web avaient des objectifs comme ça se fait un peu partout, d'optimisation des taux de conversion. Vous devez Ouais. faire plus un point par rapport à l'année dernière, d'accord? Ça, c'était écrit en Nokia, en très gros, puis ça descendait. Donc, toi, c'est ça, machin. Et, euh, et, et en fait, la discussion était toujours un peu merdique de dire, ouais, alors en fait, on avait dit plus un point, mais en vrai, sur le taux de conversion, mais en vrai, Jean-Michel, il a balancé un gros trafic d'un bad buzz qu'on a fait sur le site badbuzz.com. Pouf, on s'est pris un énorme trafic sur le truc.
qui va faire dropper notre cost conversion, mais en vrai, on n'a pas perdu en vente et du coup, en fait, votre objectif, il est complètement con parce qu'il faudrait que ce soit à isomix par Ouais, rapport à l'année dernière. Et donc, l'enfer de la correction de l'effet de mix. Ah ouais, bah, on pourrait corriger le mix device, le mix trafic, le channel d'acquisition, le truc, pour avoir un vrai ISO, qui sont des problèmes qu'ont les contrôleurs de gestion depuis 150 ans et qui sont des problèmes pas que web, en fait, ouais, bien sûr. et que j'avais pas mal traité, moi, chez Bain, des calculs d'effet de mix, des calculs d'impact, de covariance, de trucs. Et donc, que je savais traiter et que j'avais initié, du coup, chez HomeAway, qui à l'époque déjà appartenait à Expedia. Et donc, au niveau Expedia, c'était remonté assez vite, assez haut, cette analyse qui disait, bah, OK, on va prendre les choses par morceaux, on va corriger les effets de mix, on va décomposer un macro KPI en sous-indicateur, c'est-à-dire de dire, ouais, OK, en vrai, ce qu'on veut faire, c'est des ventes sur notre site. Et il se trouve que pour décomposer, bah, il y a les gens qui sont responsables du trafic sur les sites, il y a les gens qui sont responsables du taux de conversion sur les sites, il y a les gens qui sont responsables du panier moyen, enfin du pricing, tu vois. Et on est obligé de le faire comme ça parce que ça correspond à des équipes différentes, mais tout ça est corrélé et l'objectif de tout ça, je m'en fous d'ajouter un point au taux de conversion si pendant ce temps-là, le trafic en qualité est divisé par deux. Tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu le jeu. Et donc, voilà, j'avais pas mal tourné autour de ça. Et donc, j'avais déjà une bonne idée du produit qu'on pouvait développer là-dessus. Je me débrouillais pas mal en R à l'époque. Et donc, j'ai initié un produit qui était vraiment un MVP, qui était simpliste, mais qui a vite trouvé des clients, en particulier dans la partie travel web, dans laquelle j'avais pas mal de réseaux. Donc, chez Pierre et Vacances Waterparks, chez Accor, chez Voyages Privés, voilà. Et donc après, petit à petit, je me suis dit, en fait, on pourrait en faire un vrai produit. Je me suis associé, on a recruté, on a fait grandir l'équipe, puis on a beaucoup professionnalisé le produit. Un des gros tournants qu'on a pris aussi, c'est de lancer le produit comme... alors, donc c'était un SaaS, déjà, il a fallu le SaaSifier. Ouais. Et ensuite, on l'a déployé comme extension d'outils de data visualisation. En fait, moi, j'étais un gros utilisateur Tableau historiquement. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire Datama, en fait, avait du sens comme un plugin, en fait, une community visualization sur Tableau. On l'a fait sur Tableau, puis on l'a fait sur Power BI, puis on l'a fait sur Looker Studio. Récemment, on vient de le faire sur Qlik. Et toutes ces solutions ont des marketplaces sur lesquels on peut distribuer la solution. Et donc, ça nous tire pas mal la croissance de Data. Donc, voilà, je t'ai fait un peu le parcours à rallonge, mais ça Non, mais t'explique c'est un top. peu Et est-ce que tu peux me rappeler, l'histoire des produits. juste en termes de date, quand est-ce que tu as commencé toi tout seul et quand est-ce que tu t'es associé, juste pour avoir une idée un peu de date, depuis combien de temps ça existe et tout? Alors, j'ai créé en 2017. La date officielle de Ouais. création de Datama, c'est 2017, fin 2017. Je me suis associé, en vrai, Loïc, il était là fin 2018. Officiellement, il est rentré en 2019, au capital. Et voilà, du coup, ça va faire 7 ans qu'on existe en octobre. Ouais, ok, génial. Bah top, mais merci beaucoup pour avoir raconté ton parcours. Je trouve que bah, c'est marrant à chaque fois que je parle avec des entrepreneurs qui ont fait des produits. En fait, ça vient jamais de nulle part, quoi. C'est tout le temps une suite logique de son parcours personnel et, euh, et c'est rarement basé sur genre une étude de marché incroyable qui fait qu'on s'est dit ça. C'est plutôt j'ai développé un tool et puis petit à petit j'en ai fait autre chose et ça. C'est toujours marrant. Et Euh, souvent, ce tool, c'est ton expertise. C'est-à-dire que j'avais adoré une fois un pitch d'un entrepreneur qui avait dit, je sais plus, ils étaient avec son copiole à l'époque comme étudiant, et je sais pas, ils disaient, on va faire le Airbnb des coiffeurs. Et ni l'un ni l'autre n'allait chez le coiffeur tous les 10 ans, tu vois. Et ils disaient, non mais en vrai, on va pas faire on connaît même pas, enfin, on n'est jamais allé chez coiffeur, c'est complètement con de faire le Airbnb des coiffeurs alors qu'on ne sait pas quel est le pain point des coiffeurs, quoi. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de sens de créer dans le domaine dans lequel tu as une expertise, même si cette expertise elle est petite, c'est vrai que c'est quand même nettement plus simple. oui.
C'est vrai. Du coup, est-ce que, enfin, on va en arriver un petit peu au produit, et après on reviendra sur, Datama en tant qu'entreprise, un peu où ça en est aujourd'hui et tout ça. Mais, est-ce que tu peux nous présenter, le produit, à quoi ça ressemble, heu, qui l'utilise et tout ça? Je te fais une petite démo ou tu veux, Ah bah, allez. on peut faire une petite démo. Euh, le produit, alors, ouais, il y a vraiment différents contextes dans lesquels tu peux utiliser le produit. Euh, c'est un SaaS, n'importe qui peut créer un compte. Il y a une version freemium sur app.datama.io. Donc c'est un SaaS. Et dans ce même, en complément, ou en standalone, tu peux utiliser Datama comme une extension d'un outil de DataVis. Donc j'essaye de te faire un peu le film que peut-être beaucoup d'entre vous vivent. Euh, je suis dans Looker Studio. Là, je suis plugué sur un dataset qui est le Merchandise Store que certains connaissent de GA4. Et j'ai quelque part une scorecard qui dit whatever le KPI, voilà, KPI revenu, moins 25% par rapport, là en l'occurrence, c'est par rapport à la période précédente. Et ensuite, généralement, la suite de ce truc-là, dans un dashboard ou dans une analyse, c'est en fait le moins 25 là, que vous voyez là. Pour vous expliquer pourquoi il y a le moins 25, j'ai un peu deux options. Je peux le décomposer par sous-indicateur. Donc, soit je dis, derrière mon revenu, j'ai le trafic qui a baissé d'abord, on a fait moins 20% de trafic. J'ai le taux de conversion qui a baissé, il a fait moins 5%. J'ai le panier moyen qui a baissé. Alors, déjà, cette approche par KPI tree, certains appellent ça, tu vois, de décomposer en Ouais. boîte, elle est pas toujours très bien faite. Souvent, les gens mettent des sous-indicateurs qui contiennent des indicateurs, mettre tout ça sur un gros dashboard et en fait, l'un contient l'autre, c'est pas du tout MISI, tu vois, mutually exclusive, c'est pas du tout décomposé proprement. Bon. Oui. Parfois, c'est bien fait. Quand c'est fait par une NES, c'est bien fait. Et ensuite, la question qui se pose, c'est fine, ok, c'est un problème de trafic, mais c'est quoi la dimension qui permet d'expliquer le truc? Est-ce que c'est un problème sur un canal d'acquisition? Est-ce que c'est un problème sur un device? Est-ce que c'est un problème sur je sais pas, un pays, un continent, un truc, machin. Et donc, dans ces cas-là, tu fais un espèce de gros tableau croisé dynamique. Moi, je viens d'Excel historiquement, donc j'appelle ça un tableau croisé dynamique. Tous les outils de DataVis t'appelleront ça différemment, mais en vrai, voilà, c'est un groupe by et somme de trucs, quelque chose, et une variation. Et puis là, tu te retrouves avec un sapin de Noël qui dit rouge-vert, celui-là, il fait moins 23%, le organic search sur les sessions, il fait moins 23%. Ah oui, d'accord, mais en fait, le organic search, c'est que 20% de mon trafic, donc est-ce qu'il faut que j'en parle? Je ne sais pas. Et ça, c'est qu'une dimension, c'est par default channel grouping. Alors, tu crées un drop-down et un paramètre qui te permet de dire et de décomposer. Donc, tu cherches une aiguille dans une botte de foin et voilà, c'est assez merdique. Et tu passes beaucoup de temps. Et tu passes beaucoup de temps au point que les gens qui sont data analystes, en fait, ils ne font pas de la data analyse. Ils font du reporting, du dashboarding, éventuellement de la collection de données, du data engineering, mais de l'insight, de l'analyse. En fait, il y en a très, très peu. Et c'est malheureux parce que c'est ça qui est, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve intéressant, marrant, valorisant et surtout, businessment parlant, utile pour les entreprises, quoi, parce que c'est bien joli de collecter la donnée, de respecter la RGPD, machin, mais si tu n'en fais rien de ta data derrière, c'est un peu naze. Donc, voilà. Et donc Datama, pour passer à l'outil. Donc, comment Datama résout le problème? On construit, donc ça c'est ici dans Looker Studio, c'est une community visualization. Donc tu trouves Datama. Alors sur Looker Studio, elle n'est pas encore listée dans les. On vient de soumettre à Looker Studio sur leur listing, mais on est partner tech avec Tableau, avec Power BI depuis des années. Donc tu le trouves sur la marketplace Tableau Power BI. Chez nous, sur notre documentation, tu trouves le lien pour ajouter l'extension. Et puis, du coup, tu drag and drop les dimensions, les métriques qui t'intéressent. Donc, tout à l'heure, on disait, ouais, on peut breakdown par campagne, on peut breakdown par pays, on peut breakdown. Ça, tu fais ça comme tu construis un chart dans Looker Studio ou dans n'importe quel outil de DataVis. Et ensuite, Datama,
va te permettre de quantifier, dans ce module qui s'appelle Datama Compare, de quantifier l'impact de la variation de chacun de tes indicateurs sur un indicateur global, en disant, OK, bah là, on est passé, donc on retrouve notre moins 26% qu'on avait tout à l'heure, hein, sauf qu'on est capable de dire, OK, il y a un problème. En vrai, le moins 26% sur le site Merchandise Store, il vient d'un problème de trafic, et le problème de trafic, il vient spécifiquement d'un problème. Alors attends, j'ai une colonne date qui est pas passionnante, donc je vais dégager cette colonne date. Ce problème de trafic, il vient spécifiquement d'un trafic referral qui est en baisse. Il fait moins 92% entre les deux périodes, et ça explique, je sais pas, on ne voit pas exactement là, mais à peu près un tiers de la baisse de trafic sur le site. Là où sortir ce truc-là, via déjà de construire les vues qu'on a vu tout à l'heure, c'est assez long, c'est pas très visuel, c'est pas très impactant, et du coup, c'est beaucoup de temps pour faire le tour. Alors après, pour expliquer le graphe, donc en gros, si je comprends bien, si tu remontes un tout petit... Ah, il a Qu'est-ce que disparu. j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en gros, ce que ça nous dit, le waterfall chart là que tu as, c'est en fait, tu passes de 118 000 € à 87 000 €, mais en réalité, tu as un impact hyper négatif des sessions et un impact positif des revenus par session. Et donc, par exemple, si tu avais fait le même trafic, en fait, tu aurais peut-être fait plus 43% de vente, quoi. En gros, c'est un peu ça que ça peut... Exactement. C'est un peu l'idée. Là, le use case est ultra simpliste et généralement, tu vas pas regarder en revenus par session. Parfois, tu vas regarder un taux de conversion. Ça revient un peu au KPI tree que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas décomposer ton macro-indicateur en sous-indicateur. Et donc, mais effectivement, la waterfall, c'est exactement ce que tu décris. C'est une espèce de toute chose égale par ailleurs. Quel aurait été l'impact si, donc pour passer de gauche à droite, le fait que les sessions aient baissé, si le reste n'avait pas bougé, ça m'aurait fait perdre 69 000 €. Et en revanche, le fait que juste le zoom, quand tu zoomes sur les sessions, en fait, tu dis, voilà, en fait, l'impact des referrals, il est très important, mais là, ça inclut, c'est pas juste le trafic des referrals a baissé, c'est le trafic des referrals a baissé, mais en plus, le referral, il générait beaucoup de chiffres. C'est ça, enfin, c'est ça, c'est à la fois le chiffre, quoi. Quel est le poids absolu du truc, enfin, quel est le poids en volume et quelle est la variation relative du segment que tu es en train de regarder, qui fait l'intérêt d'une dimension. En fait, Datama te score la dimension. Là, on avait mis campagne et country, mais tu peux en mettre 25 et c'est là que ça devient intéressant. Et Datama te score les dimensions par ordre d'intérêt pour te dire par campagne, c'est hyper intéressant parce que justement, tu as un segment qui varie plus vite que les autres ou parce que justement, tu as ce qu'on écrivait tout à l'heure, c'est-à-dire un effet de mix qui explique que ton taux de conversion baisse, mais ce n'est pas de la faute. Voilà, tu as un changement de mix en entrée qui fait que la moyenne baisse, mais si tu le regardes démoyennisé, ça s'explique. Voilà, c'est pas vraiment une question de performance sur l'indicateur que tu regardes. Donc ça c'est une analyse pour ceux qui l'ont fait, qui est vraiment pénible, quasi impossible à faire dans les outils de DataVis, et pénible à faire à la mano, très très consommateur de temps, et malgré tout ultra récurrente dans toutes les boîtes. En fait, tu as presque, nous, à chaque fois qu'on parle avec des clients un peu seniors, des C-level, des mecs qui justement viennent un peu des boîtes de finance, de conseils en strat, de trucs comme ça. Les mecs, dans leur Excel, ils téléchargent la data sur Tableau, ils bidouillent leur truc pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de décortiquer les machins, et ils s'en sortent pas. Mais parce que les équipes ont aussi beaucoup de mal à leur remonter quelque chose qui soit vraiment top-down, voilà ce qui s'est passé, voilà les gros trucs qui impactent, ceux qui sont intéressants, ceux qui ne sont pas intéressants. Et je rajouterais d'ailleurs que si tu remontes sur ton tableau d'en haut, là, ton tableau croisé dynamique, en fait, souvent, on voit ça, on voit des plus, des moins, et en fait, notre cerveau essaye d'intuiter un truc, tu vois. Et en fait, la personne qui lit ça, elle va essayer de se faire une image de la réalité, enfin moi, c'est mon expérience, mais en fait, qui parfois est un peu déformée, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte des proportions. Tu vois, un truc, le paid search, il fait 3000 sessions, ok, il fait plus 80%, mais en fait, le direct, il fait 40 000 sessions, donc c'est 15 fois plus. Enfin, je trouve que le cerveau, il a un peu de mal à se faire des représentations de l'impact de chacun des facteurs. C'est même quasiment impossible, je pense. Et je trouve ça, c'est pour ça, moi, j'avoue que j'adore les représentations graphiques.
ça permet vraiment de mieux comprendre, quoi, vraiment, Ouais, fondamentalement, en ouais. fait. Ouais, exactement. Bon, et ça, c'est quand tu les vois, quoi, parce qu'en plus, derrière, tu as plein d'autres dimensions sur lesquelles tu voudrais drill down, et c'est vraiment compliqué de faire ça à scale. Et donc, Datama, voilà, à partir de ce use case qu'on appelle Datama Compare, qui est vraiment le use case de départ de Datama, d'explication de variations, on a construit tout un set d'outils qui sont dispo aussi en extension de DataVis, mais qui sont dispo en standalone. Tu peux connecter ta donnée via un outil qui s'appelle Datama Prep. Tu peux sortir ce qu'on vient de voir, les commentaires associés, les comparaisons dans un module qui s'appelle Compare. Tu as des modules de détection d'anomalies sur lesquels tu peux trigger des alertings, emails, voilà, des messages Teams, des Slack qui te disent tiens, hier, tel KPI est passé. On calcule des intervalles de confiance, des forecasts, des significativités pour détecter ces anomalies et expliquer ces anomalies. Juste sur la partie anomalie, une petite question. Tu vois, cas classique, par exemple, tu as un site web et puis il rencontre un bug, mais que sur un device hyper particulier. Je ne sais pas, les utilisateurs mobiles de Safari 18. C'est le genre de choses que ça va pouvoir détecter, ou alors c'est quand même sur des trucs plus macro. Alors, on le prend toujours avec un angle très, très business et macro. C'est-à-dire que selon ce que Datama appelle l'équation de marché, qui est l'arbre de KPI que tu vas regarder, tu peux regarder des trucs plus ou moins macro, mais on essaye de sizer le truc, enfin de sizer l'impact sur un KPI qui est ton KPI principal. Typiquement, les ventes sur ton site. Pardon, je suis un peu enrhumé. Et du coup, ce que tu décris de dire il y a un problème sur iPhone, machin, c'est intéressant dans la mesure où ça impacte le business. C'est-à-dire le fait que tu collectes mal en Tchécoslovaquie la donnée, parce que je sais pas quoi, ton bandeau de cookies est pas propre, bah, c'est intéressant d'être alerté là-dessus dans la mesure où c'est d'autant plus intéressant que ça impacte le KPI principal que tu cherches à suivre. Donc, on le prend plutôt de manière top-down, c'est-à-dire de regarder vraiment tes KPI principaux, tu peux en regarder plusieurs à la fois, comment ça impacte le KPI global, le plus intéressant que tu cherches à suivre, et ensuite, qu'est-ce que ça drive et quelle est la dimension. Et c'est là qu'on va aller te dire, ah bah oui, c'est parce que l'iPhone en Tchécoslovaquie est plus traqué correctement. Et donc, il y a une sous-performance de tel sous-segment sur telle sous-dimension. Et tout ça, tu le reçois dans ton inbox, bullet point inclus, sur le récap de ce qui est en train de se passer. Mais avec un angle, tu vois ce que tu vois ici, je ne vais pas forcément expliquer, mais c'est l'indicateur en l'occurrence de trafic en la ligne bleue. Okay. Le cône bleu, c'est l'intervalle de confiance sur lequel on pensait que ça allait être, qui peut être basé sur, tu as pas mal la main sur les méthodes de détection. Est-ce que tu fais un forecast? Est-ce que tu regardes la volatilité historique, ce truc-là, machin? Et les pointillés, c'est le KPI principal, qui est en l'occurrence ici le revenu sur ton site. Donc, quand tu vas recevoir une alerte Datama, il te dit, tiens, tel sous-indicateur, les sessions font moins 63%. Et en plus de ça, le KPI principal que tu cherches à suivre, c'est les revenus. Et ça a l'air de s'expliquer parce qu'en fait, tu as perdu la totalité de ton trafic desktop. Problème de tracking probablement, ou vrai problème business, je ne sais pas. Mais voilà, tu as cette alerte et tu peux faire ça même à l'heure près sur n'importe quelle data. Pas forcément que de la donnée web, tu peux monitorer de la donnée offline. Enfin, tu connectes en fait un peu à ce que tu veux, soit parce que tu es connecté à ton outil de DataVis, soit parce que tu utilises les modules de préparation de données de data. Et donc là, on voit, hein, tu peux te connecter à des data warehouse du type Snowflake, Google BigQuery, à des Excel, Google Sheet. Il y a pas mal de sources déjà natives, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et après, tu connectes surtout souvent à ton data lake, dans lequel, donc ouais, un Redshift, un Snowflake, un BigQuery, dans lequel tu as fait ton travail de data engineer. Mais tu peux aussi juste connecter à l'API GA4, connecter à l'API Piano et récupérer ta donnée directement à partir de là. Ça, c'est un exemple d'autres modules qu'on a construit autour de. Enfin, voilà, on a commencé par Compare, ensuite on a construit Detect. Tu as des modules de calcul de significativité de variation, très utiles dans les tests
statistiques pour ceux qui font de la CRO, ABTS, Bootstrap, voilà, Frequentist. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, tous les use cases d'A/B testing, à quel point la variation que j'observe est normale ou pas normale. Parce que c'est bien de dire on a fait -5, mais est-ce que ce -5, que ce soit entre une variante d'un A/B test et une autre, ou que ce soit entre une période de temps et une autre, est-ce que ce -5, il est représentatif et c'est pas juste la faute à pas de chance qu'on fasse -5, c'est ce que te permet de faire Datama Assess. Voilà, est un module de compréhension des drivers, d'indicateurs de calcul, de corrélation entre les dimensions et d'optimisation de tous tes indicateurs. Donc là, sans forcément regarder, attends, il faudrait que je retire ça, sans forcément regarder l'ensemble, enfin la comparaison d'une performance, déjà de décrire ton business, de dire, OK, moi, mon revenu sur mon site, c'est 25 000 balles. Ce revenu, il est décomposé entre un trafic et un taux de mise au panier. Et il se trouve que le taux de mise au panier, il est intéressant parce que quand je le regarde par j'ai un énorme écart entre le taux de mise au panier SEO et le taux de mise au panier social. Donc, j'ai un levier d'optimisation qui serait d'optimiser la performance du trafic social, ça en screenant en fait toutes les dimensions de ton dataset, en cherchant sur chacun des KPI quels sont les datasets les plus intéressants, comment ils sont corrélés entre eux. Enfin, voilà, il y a pas mal de use cases. Et puis, il y a un dernier module qui s'appelle Datama Journey, qui est un peu spécifique, où tu vas aller chercher en fait des datasets, des parcours utilisateurs. J'essaie de chercher une démo de ce truc-là, qui ressemble un peu à des outils type Content Square. Encore une fois, la donnée, elle ne vient pas de Datama, c'est la donnée que tu as déjà dispo dans un GA4 BigQuery, par exemple. Tu peux créer des séquences de parcours utilisateur, que ce soit entre des sites web, des actions dans des pages et tout ça. Tu peux visualiser ces parcours. Alors, il y a plein de façons de les visualiser, les fameux sunbursts d'enchaînement de il a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tu as différentes façons de voir ça. Mais tu peux aussi construire par là-dessus des modèles d'attribution pour dire voilà la contribution de chacune de mes étapes à un objectif final, et du coup de trouver des leviers d'optimisation de tes parcours. C'est un outil de process mining qui marche vachement bien pour les gens qui sont qui ont besoin de comprendre leur parcours, qui ont déjà la data qui est déjà collectée et qui veulent juste miner ça, enfin cruncher ça, et Datama sur étagère te donne des solutions là où il faudrait un data scientist qui se paluche le truc pendant 6 mois pour sortir un truc intelligent. Ok. Une question, les utilisateurs de l'outil, en gros, tu disais, mais en fait, finalement, mon résultat final, il va intéresser le DG ou tu vois, des gens qui veulent une vue très macro pour comprendre. Mais j'imagine que ce n'est pas eux qui vont dans l'outil. En gros, c'est quoi tes utilisateurs type aujourd'hui? Alors, ceux qui construisent les use cases sont des data analysts, des web analysts. Dans certaines boîtes, on appelle ça des data scientists, mais plutôt des data analysts ou des business analysts. C'est eux qui vont construire les use cases, qui vont préparer le dataset, réfléchir au use case, réfléchir à l'équation de marché dont on parlait tout à l'heure, faire le setup. Tu as un peu 2 usages différents de Datama. Soit tu t'en sers de façon régulière, c'est-à-dire ce truc-là, toutes les semaines, tu vas te l'envoyer à quelqu'un ou tu vas le présenter à quelqu'un. Soit tu es en analyse ad hoc. Tu as un mec qui t'a dit pourquoi la France fait moins bien que l'Angleterre. Ce n'est pas un truc que tu vas renvoyer toutes les semaines, mais ça se fait très bien dans Datama aussi. Et donc là, c'est les data analysts qui construisent le use case. Et puis après, effectivement, les insights, ce que Datama génère, ça va être consommé plus par les métiers, donc des directeurs e-commerce, des directeurs produits, des directeurs acquisition. Il y a beaucoup de use cases autour de tout ce qui est acquisition, trafic payant, tout ça. Tout ce qui est CRO aussi, expérimentation. Donc, eux, ils vont consommer les insights, prendre des décisions avec ça. Et puis, ça peut remonter effectivement sur des use cases typiquement compare. On peut monter niveau C-level, board. On a pas mal de use cases chez un La Fourchette, chez un Apple, donc ça remonte assez haut dans
dans la hiérarchie, parce que il y a presque une vision, alors je parle en particulier pour la partie waterfall qu'on perd, presque une vision financière du truc qui est assez appréciée des décideurs assez haut dans les orgues. Ok. Et tu en as cité quelques-uns, mais pour toi, les meilleurs cas d'usage de la plateforme d'un point de vue métier. Alors c'est vrai que là, dans la démo, tu parlais beaucoup de web, mais j'imagine que tu as notamment tout ce qui est données de vente, je sais pas, entre des nouveaux clients, des anciens clients, des récurrences de panier, peut-être des impacts pricing aussi, savoir quand je monte le prix, j'imagine que je vends plus, mais avec moins de marge, enfin, ce genre de choses. C'est quoi pour toi les meilleurs cas d'usage, quoi? Alors ouais, comme tu dis, il y en a plein, et pas que dans le monde du web marketing digital. Tu vois, si je prends vous avez un use case chez Textile, qui est un acteur US de fashion. Eux, ils font de l'analyse logistique sur Datama, donc des coûts unitaires en extension tableau. Donc il y a plein de use cases, mais si tu veux un exemple number one de truc, le truc numéro un que font nos clients, on va dire, les traditionnels, c'est-à-dire digitaux, e-commerce français, c'est vous pourrez aller voir ces use cases chez Lacoste, c'est j'analyse mon funnel de conversion et je fais deux trucs là-dessus. De façon hebdo, je monitore la perf et je m'explique la variation de perf versus last year, versus last month, et je dis qu'est-ce qui drive la perf. Et puis, je me fais une détection d'anomalies quotidienne qui dit sur tous mes indicateurs de tout mon funnel e-commerce, tel KPI, il est anormal et ça s'explique par telle dimension. Ça, c'est un peu le B.A.-ba, et c'est ce qu'on fait généralement en un jour ou deux de POC chez les clients qui lancent un POC. On connecte un GA4 à un piano et tu as un use case comme ça qui est setup très simplement et qui déjà apporte une valeur au quotidien assez concrète, quoi. Ouais, je confirme. Ok, très clair. Est-ce que tu veux parler du prix ou est-ce que c'est Enterprise, faut te contacter Non, non, on peut parler du prix. Il y a une version, ce qu'on appelle la version light, qui est juste le plugin Looker Studio Tableau Power BI Click. Il y a une version freemium déjà que vous pouvez utiliser. Elle est limitée, comme ici, à 2 dimensions, 2 métriques. Donc voilà, n'importe qui peut faire une analyse prix-volume gratuitement avec Datama, Compare. Ce même plugin, il a donc toujours cette version light, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Datama, il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas voilà, les analyses avancées, coûte 100 € par mois pour une organisation. Tu peux souscrire en ligne, tu mets ta carte bleue, paf, ça marche. Donc en vrai, c'est un coût d'entrée assez faible, hein, parce que je ne parle pas par utilisateur, je parle vraiment, une fois que tu as le plugin sur Looker Studio, tu peux le partager avec tout ton org. Et puis après, les modules avancés, la version web, où tu peux scheduler des envois, de la détection d'anomalies et tout ça avec Datama connecté à BigQuery. Hors de grandeur, c'est 1 200 € par mois. Et voilà, donc en annuel, ça revient au prix d'un stagiaire. Tu en as pour entre 10 et 15 000 balles annuelles. Pour une orgue encore, pour une entité. Et pour qu'un stagiaire te produise ça, tu as intérêt à prendre un bon stagiaire. Ouais. Non, et puis dans le monde du SaaS dédié aux data analysts, c'est pas des prix très élevés, quoi. Enfin, tu vois, je suis pas le panier moyen de Dataiku ou d'outils comme ça, mais enfin si en fait, mais ça n'a rien à voir, quoi. Mais ok, Ouais, très ça bien. n'a rien à voir. Et donc une question plutôt pour le coup, on va revenir un peu sur la boîte. Il y a plein de choses. L'outil il est ultra assez large, je trouve, assez complet. Il y a combien de devs derrière? Et comment vous maintenez ça? Comment vous êtes organisé sur la partie développement produit? Alors, aujourd'hui, chez Datama, on est une quinzaine entre Nantes et Paris. Tu as 6 devs plein temps sur l'outil.
Et puis après, on a des équipes un peu commerciales, des équipes support, customer success pour les clients. Voilà. Et puis des fondateurs qui essayent de gérer un peu le truc de A à Z. C'est une boîte qui est bootstrap. Donc, ce qu'on appelle bootstrap, ça veut dire on n'a jamais levé de fonds. On est rentable depuis le début, grâce en partie à une activité service aussi autour de la solution. C'est-à-dire qu'avec cet outil-là, quand tu sais bien t'en servir, tu peux aussi faire des missions de data analyse qui sont hyper impactantes rapidement. Et donc, on a une activité là-dessus de professional services. Et qui nous a permis d'être rentable au début, le temps que la partie solution software prenne le relais, ce qui est le cas maintenant. Et donc, voilà, on grandit au fur et à mesure que nos clients grandissent et de façon assez raisonnée. Ok. Et je reviens sur le produit. Tu me disais que tu avais commencé à faire une première version en R. Vous l'avez complètement mise à la poubelle, vous êtes reparti de zéro un jour, ou alors il y a encore des bouts de choses que tu avais faites. Est-ce que toi, tu codes encore? Est-ce que tu participes au dev du produit en lui-même? Alors, de moins en moins, mais un petit peu. Enfin, j'ai la casquette de responsable produit, donc c'est moi qui gère la roadmap du produit, les features qu'on va développer. Ce qui est bien, c'est que j'ai aussi pas mal de clients que j'écoute, dont je suis responsable, enfin que je connais bien et qui me remontent leurs besoins sur le produit. Maintenant, des lignes de code, ça m'arrive encore d'aider pas mal sur la partie documentation, enfin explication, tuto, etc., sur l'outil en tant que tel, de moins en moins. Et on a beaucoup switché. Il reste des fonds d'algo sur la partie R, mais on a beaucoup switché sur un stack plus traditionnel où on sépare la partie front et la partie back. Et, et, et donc, on a presque plus de R. D'accord, ok. Ça marche. Et Mais R marche super bien hein, pour la partie, vraiment manipulation de data frame et calcul statistique, en particulier sur tout ce qui est calcul de significativité et tout ça. On a pas mal galéré à traduire certains trucs en Python, ce qui n'est pas. Voilà, parce que R est bien fait pour cette partie data analysis. ouais, c'est vrai. Et point de vue orga produit, bah, je pense que tu as un peu répondu. C'est toi finalement le product owner, c'est toi qui a un peu la vision globale du produit, qui arbitre sur les features. Euh, Ouais, ouais. Et, et les features, on les crée à 80% sur la base de feedback client. En fait, on est assez proche de nos clients. On a des calls Customer Success avec eux tous les mois. Euh, on prend leur feedback et leur feedback évidemment sur les trucs qui existent et aussi sur les trucs qu'ils voudraient voir apparaître. Euh, et là, on entend plein de bonnes idées. On a une activité aussi, on est partenaire avec des cabinets de conseil, dont Nest, qui sont au quotidien à créer des use cases pour des clients et qui disent, attends, si j'avais ça dans Datama, ce serait ouf parce que je gagnerais un temps fou là-dessus. Et on adore ça parce que du coup, c'est basé sur un peu comme moi j'ai créé la boîte, c'est-à-dire sur le réel du terrain plutôt que sur une idée de tiens, on pourrait faire ça complètement hors sol. Et donc, ouais, donc les features, les idées features, si tu veux, la backlog, elle vient beaucoup des feedbacks clients ou des use cases qu'on crée. Et après, ouais, c'est moi qui arbitre avec pas mal Loïc, mon associé, en fonction de la bande passante qu'on a, quoi. ouais, ok. Et vous avez combien de clients aujourd'hui, si tu peux en parler? Alors, ça dépend un peu si tu parles en plugin, en extension. On en a partout dans le monde et beaucoup. Si tu veux, on a sur Power BI, depuis qu'on s'est lancé, tu as 50 téléchargements du plugin par jour. Donc, au bout de 100 jours, tu as 5000 personnes. Alors, sur la version freemium, selon les outils, on ne peut pas forcément monitorer l'usage au quotidien.
Après, il y a les clients qui sont générés à partir de ça, sur une version où ils souscrivent juste online, et là-dessus, on n'a pas de support direct. Puis après, tu as les clients plus traditionnels. On a une cinquantaine de gros comptes sur notre solution traditionnelle Datama. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi vos enjeux pour tu vois, les prochains mois, prochaines années? Est-ce que c'est plutôt produit, commerce, marketing, levée de fonds, je sais pas. Alors, levée de fonds, non, parce que bon, déjà, c'est pas trop le moment de lever des fonds. Et puis, vraiment, on est content du modèle qu'on a construit. Nos salariés sont contents du modèle qu'on a construit, où on a de comptes à rendre qu'à nous-mêmes. Chez Datama, les salariés sont intéressés à 50% aux résultats de la boîte. Ça veut dire que 50% des résultats de la boîte, on les reverse sous forme d'intéressement aux salariés. Donc, tout le monde est à fond quand on signe un nouveau client, voilà, et regarde aussi un peu aux dépenses. Donc, ça nous va bien comme mode de gouvernance. On n'a pas spécialement l'intention de lever des fonds, en tout cas sur l'année qui vient. Les enjeux qu'on a, il y a pas mal d'enjeux autour de justement la distribution de la solution en extension d'outils de DataVis. En fait, on a vraiment une grosse traction sur Power BI. Je te disais tout à l'heure, on n'est pas encore listé sur Looker Studio et on veut vraiment le faire. Et ensuite, faut que les gens connaissent. Donc là, tu as beaucoup de travail de SEO, de growth, de faire passer le mot, d'être actif dans les communautés de ces différents outils-là pour que les influenceurs un peu de ces mondes-là connaissent. Tu as beaucoup d'enjeux ensuite de conversion, quoi. C'est-à-dire les mecs qui font la version trial, comment est-ce que tu leur dis qu'il y a des features qui sont top dans la version premium, et comment est-ce qu'ils vont souscrire ça, comment est-ce qu'ils comprennent, parce que c'est un outil qui est pas hyper simple, enfin c'est quand même pour des data analysts un peu avancés, donc d'essayer de faire un produit qui soit simple, compréhensible dès le départ, et ça c'est un de nos, je dirais c'est l'enjeu principal. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est tu installes Datama from scratch, sauf si comme moi tu as fait ça toute ta vie. J'ai des mecs qui disent je le sortais comme à la maison. Mais généralement, ces mecs-là, c'est des mecs qui ont fait Bain avec moi. Donc, il y a un enjeu de compréhension du produit. Et après, voilà, on développe aussi des nouvelles features. Évidemment, on regarde de très près ce qui se fait côté LLM, les ChatGPT, les Gemini et compagnie. On a lancé là récemment un module de rewording, de contextualisation du wording Datama, c'est-à-dire quand Datama te dit tu fais moins 10% à cause d'un problème de trafic sur le paid social, en plus de ça, tu peux lui rajouter un contexte qui dit la semaine dernière, on a coupé la campagne machin, ou la semaine dernière, c'était Black Friday. Et donc, dans le wording que va sortir Datama, en passant par un outil de LLM, on enrichit le texte et on reword le texte pour le contextualiser de quelque chose qui serait qualitatif. Et cet input, c'est-à-dire l'info que la semaine dernière, on a lancé une campagne et puis c'était Black Friday aux US et tout, c'est qui est-ce qui le rentre? C'est l'analyste qui input ça au moment de générer. Aujourd'hui, c'est manuel, c'est-à-dire qu'il rentre ça au moment de générer ses slides, quoi. Enfin, son screenshot, si tu veux, ou son slide. Tu peux télécharger Datama sur PowerPoint. Mais l'idée qu'on a, c'est de construire un moyen de faire ça automatiquement, c'est-à-dire côté prep que tu as vu, là, ce module de visual coding, de visual data engineering, un peu à la Data Echo, de pouvoir mettre un Google Doc, mettre une Google Sheet qui dit voilà, ça c'est les contextes, ou plugger un fil Twitter, par exemple, pour que ce truc-là soit pris en compte dans le wording que tu vas t'envoyer par email en résultat. Donc, ça avance pas mal. Et cette hype un peu des outils à la ChatGPT a pas mal ouvert le chakra des
les chakras des clients sur la capacité d'une machine à faire un job qu'on croyait jusque-là l'apanage de data analyst, alors qu'avec un angle complètement différent, c'est fait pour faire du texte, ces outils-là, et pas, donc ça ne génère pas des graphes à la Datama interactifs, etc. Et puis ça a une tendance à l'hallucination qui est assez forte, mais tu peux t'en servir intelligemment pour côté wording, côté texte, faire quelque chose qui soit voilà, intégrer en particulier des données qualitatives non structurées qui sont hyper utiles quand tu fais ton analyse de performance. Donc ça fait partie de nos enjeux produits. On a des enjeux aussi de, rien à voir, mais de recrutement. Un peu le revers de la médaille d'être bootstrap et de ne pas avoir des moyens marketing énormes, ni des moyens de recrutement énormes, c'est que on n'est pas connu, hein, faut se le dire. Et donc, quand tu dis à quelqu'un qui est bon, est-ce que tu veux venir chez Datamar, tu as intérêt à aligner financièrement pour qu'il vienne. Et bon, c'est ce qu'on fait, mais ce serait cool d'avoir plus de gens bons qui viennent chez nous pour faire grandir le produit. On n'a pas besoin de millions de gens, mais on a besoin de 2-3 personnes qui viennent cette année nous aider à faire grandir Sur quel poste? la solution. Alors, sur des postes de data analyst, donc d'intégration de la solution chez des clients, et puis sur des postes de gros hacking, on va appeler ça, de croissance, pour aller chercher des nouveaux clients, et particulièrement exécuter cette stratégie de croissance sur la partie marketplace des outils de DataVis. Ok, très clair. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu reverses 50% des résultats de l'entreprise, je ne sais pas si c'est sous forme de participation ou de prime ou quoi, aux salariés. C'est assez, j'ai jamais entendu ça quasiment autant. Mais du coup, ça m'amène sur un peu une question plus générale sur la partie management, gestion de l'entreprise, etc. Est-ce que tu as des grands, je sais pas, des grands principes ou des choses auxquelles tu crois fortement et qui t'importent sur tout ce qui est, je sais pas, culture d'entreprise, modèle de gestion, tout ça? Ouais, il y a des trucs sur lesquels je dis on parce que avec mon associé Loïc, on est très alignés, on était potes avant d'être associés, et on avait beaucoup de valeurs j'allais dire presque spirituelles qu'on partageait en commun. Donc on a créé cette boîte, pas dans l'objectif de faire un max de thunes, mais dans l'objectif d'être d'abord épanouis nous dans notre taf au quotidien, je trouve ça intéressant, et ensuite d'épanouir d'autres gens dans les gens qu'on allait recruter. Donc ça fait vraiment vivre la boîte. Il y a une ambiance très très familiale chez Datama. On fait assez gaffe à nos employés et entre autres en les intéressant, tu vois, comme tu dis, moi j'ai jamais vu ça ailleurs non plus, hein, le fait de reverser 50%, c'est sous forme d'intéressement, c'est-à-dire ça tombe sur un plan. Bon, tu peux toucher ça quand tu achètes une maison, quand tu as ton premier enfant, quand je sais pas quoi, tu récupères l'intéressement de Datama. Après, on n'a pas non plus pour enjeu de faire un max de bénéfices, parce que comme on est un software, il faut investir aussi, tu vois. Donc, il y a des décisions. Notre objectif, c'est pas de payer un max d'IS, d'impôt sur la société, à la fin de l'année. Donc, on essaye de piloter ça intelligemment. Et donc, oui, on intéresse les employés aux décisions, enfin aux résultats et donc aux décisions. On a tout le temps là, on part la semaine prochaine en séminaire de boîte. On a 4 séminaires par an où on lève complètement le crayon et on partage les chiffres, on partage la roadmap produit, les résultats. La roadmap produit, c'est plus fréquent que ça, mais voilà, donc on prend vraiment le temps de réfléchir ensemble à la stratégie de la boîte. On est dans une démarche de confiance et d'innovation aussi. On essaie de faire des trucs qui sortent un peu des choses qu'on voit partout pour tirer notre épingle du jeu d'un point de vue
produit. Et on a pas mal aussi d'engagement RSE. La boîte, on a fait aussi. Alors en vrai, on ne sauve pas le monde en optimisant le taux de conversion des sites web, hein, on ne va pas se mentir. Maintenant, d'une part, on se permet parfois de choisir nos clients. Récemment, un acteur de fast fashion, on a dit non, tu vois, juste ça. J'ai vu, tu as fait un post là-dessus, je crois, sur LinkedIn. Pour en discuter, Ouais, c'est un sujet ouais, délicat. c'est marrant. Ouais, ouais. Mais Ouais, parce c'est que une chaque décision pas facile personne à a prendre. les mêmes, personne a les mêmes critères et les mêmes limites. Et tout est toujours. C'est des sujets compliqués, je trouve, mais Ouais, intéressant. c'est des sujets compliqués, et surtout quand tu te dis, je vais cracher sur du recurring annuel et ce qu'il faut. Donc, ouais, on pourra en reparler avec plaisir. Mais c'est une décision qu'on a pris un peu ouais, avec Loïc, mais qui était un peu partagée avec tous les employés. C'est un truc d'ailleurs auquel on veut réfléchir la semaine prochaine en séminaire, quoi. Est-ce qu'on peut définir ensemble des lignes rouges d'un point de vue client, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on veut faire, parce que la question commence à se poser et c'est plutôt bon signe. Et puis, en fait, le résultat de Datama, on cherche aussi à ce que ça ait un impact, alors évidemment sur les salariés, voilà, dans leur épanouissement, dans leur bien-être, et aussi on reverse 1% du chiffre à des assos que les employés, en fin d'année, en fait, chacun pitch une association sur laquelle ensuite on va reverser, et puis on vote pour les associations, et puis on reverse comme ça 1% du chiffre de Datama, du chiffre, je dis pas du résultat, hein, du chiffre d'affaires Ouais. aux assos. On est aussi dans des démarches d'engagement sur des mécénats de compétences. On met à disposition du temps. Alors, à date, c'est une démarche qu'on a initiée cette année auprès d'assos, surtout locales. Voilà, les sujets d'écologie sont assez importants pour nous. On essaie de ne pas partir en séminaire en avion. On essaie de faire les trajets Paris-Nantes et même clients à Genève, je sais pas quoi. On essaie de faire ça en train. Donc, ouais, c'est des trucs importants pour nous. Euh, voilà. On est assez. En vrai, le lifestyle est assez important pour nous et on n'a pas les folies de grandeur. Enfin, je ne crois pas. Ça marche. Super intéressant. Et juste, du coup, vous êtes à 2 endroits, donc Nantes et Paris, tu me disais. Comment vous organisez la question du remote, la question de la distance? Euh, alors, on n'est pas du tout full remote à date. Quand on a testé, on trouve que ça marche pas hyper bien. En tout cas, pour nous qui sommes un SaaS, c'est compliqué parce qu'on a vraiment besoin parfois de se prendre un papier à stylo, de dessiner sur un mur le truc et pas juste tous les 2 mois quand on se voit. On a besoin de déj ensemble, de savoir que machin, il a passé un mauvais week-end, qu'il y a des problèmes en ce moment, je sais pas quoi. Donc, en tout cas, peut-être je suis un peu vieille école là-dessus, mais on tient à ces bureaux en physique à Paris, à Station F et à Nantes. Euh, on, on est à mi-temps en télétravail, donc voilà, Ok. un jour sur deux dans les locaux et un jour sur deux chez soi. Et puis, après, entre Nantes et Paris, moi, je fais pas mal d'allers-retours, à peu près une fois par mois. On a, selon les équipes aussi, d'autres qui viennent à Nantes régulièrement. On a donc ces séminaires où on se voit régulièrement. Comme vous, on a aussi, enfin, je crois que vous êtes ouais, aussi sur Gazer, qui Oui. marche pas trop mal, qui est une appli un peu de gaming, enfin de virtualisation des bureaux, Ouais. et où tu peux te pointer au bureau de quelqu'un et dire salut, comment ça va? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ce qui est plus sympa qu'un Slack on a aussi Slack et machin, mais c'est plus vivant qu'un Slack et qu'un message. Et puis, voilà, globalement, ça se passe bien dès lors que la confiance est installée, quoi. Forcément, sur quelqu'un qui arrive, qu'on onboard, il y a une période un peu de découverte et de formation sur laquelle on a besoin de pas mal de présentiel, quoi. Ok.
super. Écoute, Guillaume, j'ai fait le tour en fait des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Je sais pas, une idée qui te vient, un sujet autre? Non, 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 je suis content. Il y a des sujets un peu marché, moi, que je trouve qui sont intéressants. Tu vois, là, enfin, on a bouclé GA3. Enfin, les gens ont implémenté, que ce soit GA4, que ce soit Piano, que ce soit AT, enfin, que les gens commencent à avoir, on a passé la bannière des cookies, les alertes de la CNIL, les trucs. Et moi, je suis content de voir le marché, enfin, le marché du monde de la web analyse, se poser la question de, bon, très bien, toutes ces datas et toute la thune qu'on a dépensée là-dedans, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je pense qu'on est à l'aube d'un moment où le data analyst va enfin prendre un peu son rôle de data analyse, et ça va être intéressant, et je pense que il y a plein de choses à apprendre dans ce domaine-là, qui pour moi est vraiment passionnant. Et sur le marché français, ça va être à mon avis, un gros switch sur les prochains mois, slash prochaine année, qui va être sympa à suivre. Ok. Ouais, donc ce que tu dis, c'est on va passer moins de temps à régler des problèmes de collecte de la donnée et plus de temps à l'analyser pour prendre des décisions business, etc., quoi. Et, J'espère, et- et d'ailleurs, j'espère. je pense que c'est vrai aussi sur la partie, là tu vas parler de la web analyse, mais je pense que c'est vrai aussi sur les data lakes ou les data warehouse, où tu as une grosse phase quand même de construction, de fiabilisation de la donnée. Et puis après, quand ça commence à être mûr, les gens vont plus loin dans les analyses. Et je pense qu'effectivement, ça allait assez vite, mais ça commence à mûrir aussi de ce côté-là, quoi. Ouais, carrément. C'est-à-dire que là où on travaille pas mal aussi dans le monde du retail analytics, tu vois, les Nielsen, les NPD, ça fait 30 ans que, si tu veux, Carrefour, ils analysent, euh, ou Coca-Cola, ils analysent au demi-quart de point près leur vente par rapport à Pepsi via les données qui sont montées de Nielsen chez les Carrefour, les Orange et les trucs, parce que le temps de collection de ces données, de mise en place et de piping de la data a été fait il y a 30 ans, et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la partie insight analyse dans le monde du web et du e-commerce. Bah forcément, c'est beaucoup plus récent. Et donc, on a mis beaucoup plus de temps à se dire, OK, et il y a encore plein de trucs qui ne sont pas faits, si tu veux, sur le domaine concurrentiel, ou qui commencent, des outils comme Fox Intelligence, des trucs comme ça, mais qui sont encore un Ouais. peu naissants. Et je pense qu'avec la maturation du marché, bah, ça va venir plus sur des sujets, bah, oui, d'exploitation de la donnée, et moins collection, stockage, reporting du truc, qui pour nous est plutôt une bonne nouvelle. Ça marche. Bah écoute, je vais te remercier, Guillaume. C'était vraiment intéressant. J'ai appris encore des choses. Merci vraiment beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, du coup, à une prochaine alors. Et j'invite tout le monde à aller tester Datama ou à demander à un data analyst de vous aider parce que vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de faire des super analyses. Merci Yes, beaucoup, Guillaume. merci Nicolas. Et effectivement, il faut pas hésiter à tester, à poser des questions. Chez Nest, on a plusieurs personnes certifiées sur Datama qui sont tout à fait en mesure de vous créer un use case, et c'est pas long, et ça peut être utile. Ça marche. Merci beaucoup. Salut Nicolas.